à la santé du mariage le plus court de l'histoire de notre famille. La voix de ma future belle-mère, Brigitte, a tranché l'air comme une lame de verre, suspendant le tintement des coupes de champagne. Un silence glacial s'est abattu sur le salon privatisé de ce restaurant chic de Lyon, un lieu que j'avais passé des semaines à choisir pour nos fiançailles. 30 paires d'yeux se sont tournés vers moi, un mélange de pitié et de curiosité malsaine dans leurs regards. Brigitte, elle, me souriait. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais quelque chose de pire. Un sourire poli, presque bienveillant, comme si elle venait de me faire un compliment. Mon propre sourire s'est figé sur mes lèvres, une grimace douloureuse. Ma main, qui tenait ma coupe, s'est crispée si fort que je craignais de briser le cristal. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, une vague brûlante d'humiliation pure. C'était censé être le plus beau soir de ma vie, la célébration de mon amour pour son fils, Lucas. Au lieu de ça, c'était devenu une exécution publique. Ce moment n'était pas un accident, mais l'aboutissement de 2 ans de micro-agressions subtiles et de mépris à peine voilés. Avant ce toast, il y avait eu les commentaires sur mes origines modestes, les critiques sur ma carrière de chef de projet junior, ou les allusions constantes aux ex-petites amies de Lucas, toutes issues de bonnes familles lyonnaises. J'avais tout enduré en silence, par amour pour lui, persuadée qu'avec le temps et la patience, je finirais par être acceptée. Je pensais que le mariage scellerait ma place, qu'il transformerait sa tolérance glaciale en une forme de respect. Mais en cet instant, sous les lumières tamisées du salon, j'ai compris mon erreur. Elle ne voulait pas m'accepter, elle voulait me briser. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette solitude glaciale, même entourée de monde. Si c'est votre cas, continuez à écouter, car cette histoire est peut-être aussi un peu la vôtre. Le plus assourdissant, ce n'était pas ces mots, mais le silence de Lucas à côté de moi. J'ai tourné la tête vers lui, cherchant désespérément un regard de soutien, une parole de défense, un geste qui me dirait que nous étions une équipe. Mais il fixait le sol, le visage décomposé, incapable de croiser mes yeux. Tout ce qu'il a réussi à murmurer fut un « Maman, s'il te plaît », si faible que seuls les anges ou les chiens auraient pu l'entendre. Ce murmure a été plus violent que l'insulte elle-même. C'était la confirmation que face à sa mère dominatrice, il n'était qu'un enfant impuissant. Il ne me choisirait jamais. Il ne me défendrait jamais. L'humiliation de Brigitte m'avait blessée, mais la lâcheté de Lucas m'a anéantie. C'est à ce moment précis que l'amour que je lui portais a commencé à se fissurer, laissant place à une froide et lucide déception. J'étais seule, et je devais me battre seule. Alors que le silence s'éternisait, quelque chose a changé en moi. La honte brûlante s'est évaporée, remplacée par un calme glacial, une clarté d'esprit presque terrifiante. J'ai observé le visage suffisant de Brigitte, qui attendait ma réaction, mes larmes, ma fuite. J'ai regardé Lucas, prostré dans sa propre faiblesse. Puis j'ai balayé du regard les invités, qui détournaient maintenant les yeux, mal à l'aise d'être les témoins de cette cruauté. Ils pensaient tous que j'allais m'effondrer. Brigitte pensait avoir gagné, m'avoir réduite à une anecdote embarrassante dans l'histoire de sa famille parfaite. Mais elle avait commis une erreur monumentale. Elle avait oublié un détail crucial, un secret que nous partagions. Elle avait oublié que je n'étais pas seulement la fiancée de son fils, j'étais aussi sa créancière. Et une dette de 35 000 € donne un certain pouvoir. Ce toast n'était pas seulement une insulte, c'était le point final d'une dette qui n'était pas que morale. Pour comprendre, il faut remonter 2 ans en arrière, dans le salon opulent de Brigitte, un après-midi de printemps. Elle m'avait convoquée sous un prétexte anodin, mais son visage était défait, ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de thé. Elle m'avait parlé à voix basse de problèmes financiers soudains, d'un diagnostic médical inquiétant pour son mari, Bernard, et d'une intervention chirurgicale urgente non couverte par leur assurance. Une opération de 35 000 €. Elle m'a regardée avec des yeux implorants, me disant que j'étais déjà comme une fille pour elle et que je représentais leur seul espoir de traverser cette épreuve sans alerter le reste de la famille. Sa performance était si convaincante, si empreinte de vulnérabilité,
que j'ai cru chaque mot. J'ai vu une mère terrifiée, pas la manipulatrice qu'elle était réellement. Mon cœur, à cette époque, battait uniquement pour Lucas. J'aurais tout fait pour lui et par extension pour sa famille. L'argent qu'elle demandait représentait la quasi-totalité de mes économies, le fruit de 5 années de travail acharné mis de côté pour l'acompte d'un appartement, notre premier nid. Mais en voyant la détresse feinte de Brigitte, ce sacrifice m'a semblé être une évidence, un investissement dans notre avenir. Je me suis dit qu'en les aidant, je prouverais que ma valeur n'était pas liée à mes origines, mais à ma loyauté. J'ai liquidé mes placements le lendemain, annulant mon rêve immobilier pour sauver le leur. J'ai signé le chèque en me sentant noble, utile, enfin digne d'entrer dans leur cercle. Je pensais acheter mon acceptation, cimenter ma place à leur côté. C'était une erreur de jeunesse, une transaction où j'avais tout donné, sans comprendre que l'autre partie n'avait aucune intention de payer. La promesse de remboursement en 6 mois s'est évaporée comme une brume matinale. Quand j'ai abordé le sujet avec la plus grande délicatesse possible, le visage de Brigitte s'est transformé. La mère éplorée avait disparu, laissant place à une matriarche glaciale. Assise dans le même salon, elle a haussé un sourcil parfaitement épilé et m'a répondu que ma question était d'une vulgarité surprenante. Elle a ajouté que cet argent devait être considéré comme ma contribution, un juste retour des choses pour la chance que j'avais d'entrer dans une famille comme la leur. Chaque mot était choisi pour me faire sentir petite, ingrate et matérialiste. C'est à ce moment que j'ai compris. Il n'y avait jamais eu d'urgence médicale. Bernard se portait comme un charme. J'avais été dupée. L'argent n'avait pas servi à sauver une vie, mais probablement à financer un nouveau cabriolet ou une rénovation de leur maison de vacances. Mon sacrifice était devenu une simple anecdote de leur train de vie. La rage froide qui m'a envahie ce jour-là m'a rendue plus intelligente. J'ai compris que je ne reverrais jamais mon argent si je comptais sur sa bonne foi. Mais je ne pouvais pas non plus la poursuivre en justice sans détruire ma relation avec Lucas. Alors, j'ai choisi une autre voie. Le soir même, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp formulé avec une fausse naïveté. « Brigitte, suite à notre conversation, je comprends que le remboursement sera retardé. Pourriez-vous simplement me confirmer par écrit que vous reconnaissez toujours me devoir la somme de 35 000 € afin que nous soyons clairs pour l'avenir ?» Arrogante et sûre de son impunité, elle a répondu par un simple « Bien sûr, Clara, la dette est reconnue. Ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard. » J'ai fait une capture d'écran de cette conversation et je l'ai sauvegardée avec la reconnaissance de dette signée qu'elle avait paraphée à la hâte le jour du prêt. J'avais mes munitions. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment pour les utiliser. Et ce moment, c'était ce soir. En la regardant savourer son petit triomphe public, sa coupe de champagne à la main, j'ai senti le poids de ces 2 années de silence et d'humiliation se soulever de mes épaules. Chaque critique sur ma robe, chaque remarque condescendante sur mon travail, chaque comparaison avec les ex-petites amies de Lucas, tout cela était alimenté par mon propre argent. Elle m'insultait avec les moyens que je lui avais fournis. Le paradoxe était d'une ironie cruelle. Elle pensait porter un toast à la fin de mon histoire avec sa famille, mais elle ignorait que son verre contenait bien plus que du champagne. Il contenait le détonateur de sa propre chute. Elle venait de me donner la permission, devant témoins, de régler enfin toutes nos dettes, les visibles comme les invisibles, et j'allais le faire avec le même sourire poli qu'elle m'adressait à cet instant. Je me suis levée, mes jambes tremblant à peine, et j'ai posé ma coupe intacte sur la table. Le tintement du cristal sur le lin blanc a été le seul son dans le silence pesant. J'ai murmuré une excuse générale, un simple « Veuillez m'excuser », et je me suis dirigée vers la sortie, la tête haute. Chaque pas était une éternité. Je sentais le poids de 30 paires de regards sur mon dos. Un mélange de pitié et de curiosité morbide. Je n'ai pas regardé Lucas. Je n'ai pas regardé Brigitte, qui, j'en étais sûre, savourait ce moment, pensant que j'allais m'enfuir en larmes pour me cacher. Mais je ne fuyais pas. Je me retirais stratégiquement du champ de bataille pour préparer ma contre-offensive. Dans le couloir menant à la sortie, j'ai croisé le regard du maître d'hôtel, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, mais dont les yeux trahissaient une profonde compassion. Ce regard d'un inconnu
a été le seul soutien que j'ai reçu ce soir-là, et il m'a donné la force de continuer à marcher sans m'effondrer. Lucas m'a rattrapée près du vestiaire, sa main se posant sur mon bras. « Clara, attends, ne fais pas ça. » Sa voix était un supplique, mais pas pour moi. Il ne me demandait pas de rester pour me réconforter, mais pour éviter un scandale. « Ne fais pas quoi, Lucas? Ne pas réagir quand ta mère m'humilie devant tous nos amis. » Il a secoué la tête, incapable de me regarder dans les yeux. « Tu sais comment elle est. Elle ne le pensait pas vraiment. C'est juste sa façon de tester les gens. S'il te plaît, reviens. On va oublier ça. » Oublier. Il voulait que j'oublie. Que j'efface cette cicatrice encore fumante, comme si elle n'avait jamais existé. Il ne me demandait pas de lui pardonner, à elle, mais de me nier, à moi. Il voulait que je sacrifie ma dignité sur l'autel de la paix familiale, une paix qui n'existait que pour eux. C'était la trahison finale, celle qui a scellé le destin de notre relation bien plus sûrement que le toast de sa mère. À cet instant, tout l'amour que j'avais pour lui s'est transformé en une pitié glaciale. Je ne voyais plus l'homme que j'aimais, mais un garçon effrayé, un pantin dont les ficelles étaient fermement tenues par sa mère. J'ai compris que ma vie avec lui ne serait qu'une succession de compromis douloureux, de silences forcés et d'humiliations que je devrais oublier. Je ne serai jamais sa priorité. Je serai toujours la variable d'ajustement dans sa relation toxique avec Brigitte. Et je ne pouvais pas vivre comme ça. Je ne voulais pas. Ce n'était plus une question de sauver notre couple, mais de me sauver moi-même. La colère que je ressentais n'était plus dirigée contre Brigitte, la source de l'attaque, mais contre Lucas, le gardien qui avait laissé les portes de notre forteresse ouvertes à l'ennemi. Il n'y avait plus rien à défendre. L'ennemi était déjà à l'intérieur, et il portait le visage de l'homme que j'avais prévu d'épouser. J'ai retiré lentement la bague de fiançailles de mon doigt. Le diamant, qui avait tant brillé sous les lumières du restaurant, me paraissait soudain terne, sans vie. Je l'ai prise entre mon pouce et mon index et l'ai placée dans la paume de sa main, qui était moite et froide. Je ne peux pas épouser un homme qui reste silencieux pendant que sa mère me détruit, ai-je dit d'une voix calme, dénuée de toute émotion. Je te la rends, et je te rends ta famille avec. Il a regardé la bague dans sa main comme s'il s'agissait d'un objet étranger, son visage se décomposant sous le poids de la finalité de mon geste. Il a ouvert la bouche pour protester, pour supplier encore, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de la soirée, son silence était approprié. C'était le son de notre fin. Je me suis retournée sans un mot de plus, ai pris mon manteau et j'ai poussé la lourde porte du restaurant, laissant derrière moi le bruit étouffé de la fête qui mourait. En marchant dans la nuit lyonnaise, l'air frais sur mon visage brûlant, je ne ressentais plus de tristesse. La douleur avait laissé place à une détermination froide et tranchante comme l'acier. Mon plan a pris forme dans mon esprit, clair et limpide. Brigitte voulait un mariage court. Elle allait l'avoir. Mais avant de disparaître de leur vie, j'allais m'assurer que tout le monde connaisse la véritable nature de la matriarche si respectée de la famille. L'humiliation publique qu'elle m'avait infligée n'était qu'un apéritif. Le plat principal allait être servi par moi, et il serait bien plus difficile à digérer. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler un taxi, mais pour relire le message que j'avais précieusement sauvegardé il y a 2 ans. La dette est reconnue, ne t'inquiète pas. Oh, je ne m'inquiétais plus du tout. La fête n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, et j'en serais désormais la maîtresse de cérémonie. De retour dans le silence de mon appartement, l'adrénaline de la confrontation a commencé à se dissiper, laissant place à une solitude glaciale. Les murs, qui avaient été témoins de tant de rires et de projets avec Lucas, semblaient maintenant m'observer avec une pitié muette. Je me suis assise sur le canapé, le manteau encore sur les épaules, et j'ai fixé le vide. La douleur était là, vive et profonde, mais elle n'était plus paralysante. C'était une douleur différente. Une douleur qui aiguisait mes sens et clarifiait mes pensées. La tristesse s'était muée en une forme de carburant froid,
et puissant. Je n'allais pas passer la nuit à pleurer sur un amour trahi ou une famille perdue. J'allais l'utiliser pour construire ma stratégie. L'humiliation n'était plus une blessure, mais une carte maîtresse. Brigitte pensait avoir mis fin à la partie, mais elle venait simplement de me donner la main la plus forte. Et j'allais la jouer avec une patience qu'elle ne me soupçonnait pas. Au milieu de mes réflexions, un nom s'est imposé dans mon esprit avec une évidence lumineuse. Bernard, le mari de Brigitte, le père de Lucas, l'homme au nom duquel le prêt avait été contracté. Bernard était un homme d'affaires à la retraite, un patriarche discret, mais dont la réputation reposait sur 2 piliers, l'honneur et l'intégrité. Il ignorait tout de cette transaction, j'en étais certaine. Brigitte avait utilisé sa prétendue maladie comme un levier émotionnel, comptant sur le fait que personne n'oserait vérifier une information aussi sensible. Bernard était mon allié involontaire, la clé de voûte de tout l'édifice de mensonges de sa femme. Si la vérité devait éclater, elle devait venir de lui, ou du moins, passer par son jugement. Il n'était pas question de le blesser, mais de lui présenter les faits. La justice, pour être complète, ne pouvait pas être seulement financière. Elle devait être morale. Et l'arbitre de la moralité de cette famille, c'était lui. Mon plan a commencé à prendre forme, non pas comme un acte de vengeance impulsif, mais comme une procédure méticuleusement organisée. Je n'allais pas faire une scène publique dans un restaurant, comme Brigitte. C'était trop grossier, trop prévisible. Ma revanche serait servie dans un cadre intime, presque chirurgical, où chaque mot aurait le poids d'une sentence. J'allais organiser un dernier dîner. Un dîner de clarification. J'inviterai Lucas, Brigitte et, bien sûr, Bernard. Le prétexte serait simple et anodin. Une conversation nécessaire pour organiser la restitution de nos affaires respectives, suite à notre rupture. Je choisirai un restaurant neutre, un lieu où les éclats de voix seraient impossibles, forçant chacun à maintenir une façade de civilité. C'est dans ce calme forcé que je ferai exploser la vérité, non pas avec des cris, mais avec des preuves irréfutables posées calmement sur la table, entre le pain et le vin. Le lendemain matin, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau, où je conservais mes documents importants. J'ai sorti la reconnaissance de dette que Brigitte avait signée à la hâte il y a 2 ans, son paraphe arrogant témoignant de sa certitude de ne jamais avoir à honorer ce papier. À côté, j'ai placé une impression de la capture d'écran de notre conversation WhatsApp. Les mots « la dette est reconnue », ne t'inquiète pas. On verra ça plus tard. Semblait presque ironique, imprimés en noir sur blanc. Ces 2 documents étaient de plus qu'une preuve légale. Ils étaient le récit de sa manipulation et de ma naïveté. En les tenant dans mes mains, je ne ressentais plus la moindre once de faiblesse. J'étais une créancière qui venait réclamer son dû, pas seulement les 35 000 €, mais aussi ma dignité. J'ai glissé les feuilles dans une enveloppe sobre. Mon arsenal était prêt. Mon doigt a survolé le nom de Bernard dans mes contacts. Mon cœur battait un rythme lent et régulier, celui de la détermination. Je ne l'ai pas appelé. Un appel aurait pu le mettre sur la défensive. J'ai choisi un message texte, poli, formel et impossible à refuser. Cher Bernard, j'espère que vous allez bien. Suite à ma rupture avec Lucas, j'aimerais organiser un bref dîner avec vous, Brigitte et lui, afin de discuter calmement des aspects pratiques de notre séparation. Seriez-vous disponible ce dimanche soir ? Votre présence serait très importante pour moi. Cordialement, Clara. La réponse est arrivée moins de 10 minutes plus tard. Bien sûr, Clara. Dimanche soir nous convient. Je suis désolée de la tournure des événements. Il ne se doutait de rien. Le rendez-vous était fixé. Le tribunal de famille allait siéger, et il ne savait même pas qu'ils étaient les accusés. Nous étions assis à une table carrée dans un restaurant discret du quartier de la Croix-Rousse, le silence seulement rompu par le cliquetis discret des couverts sur la porcelaine. L'atmosphère était si tendue qu'elle aurait pu être découpée au couteau. Brigitte tentait de maintenir une conversation légère, parlant de la météo et d'une exposition qu'elle avait récemment visitée. Mais ses mots flottaient dans le vide, sans jamais trouver d'écho. Lucas fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers.
tandis que Bernard m'observait avec une curiosité polie, attendant que je prenne la parole et que j'explique la raison de ce dîner funèbre. J'ai attendu que le serveur débarrasse nos plats principaux, puis j'ai posé mes mains à plat sur la nappe blanche. J'ai regardé chacun d'entre eux, tour à tour, et j'ai pris une profonde inspiration. Le moment que j'avais préparé avec tant de soin était enfin arrivé. La comédie était terminée, il était temps de lever le rideau sur la vérité. J'ai d'abord adressé la parole à Bernard, par respect pour sa position et pour l'isoler de l'attaque à venir. « Bernard, je vous remercie d'être venu. Je sais que la situation est délicate et je tenais à ce que cette conversation ait lieu en votre présence. » Puis, mon regard s'est posé sur Brigitte, aussi froid et tranchant qu'un éclat de glace. « Brigitte, avant que nous ne discutions de la restitution de simples objets, il y a une dette bien plus importante que nous devons régler. Une dette de 35 000 €. Un petit rire étranglé lui a échappé, un son sec et méprisant. « Ma pauvre Clara, le chagrin te fait perdre la tête. Tu deviens vulgaire. Parler d'argent dans un moment pareil, c'est d'un mauvais goût absolu. » Elle a jeté un regard à son mari, cherchant son soutien, s'attendant à ce qu'il me remette à ma place pour cette audace. Mais Bernard est resté silencieux, son visage impassible, attendant la suite. Il était un juge impartial, et elle ne le savait pas encore. Le bon goût n'a rien à voir avec le respect des engagements, Brigitte. Et puisque ma mémoire semble me faire défaut, j'ai heureusement apporté quelques aides-mémoires. D'un geste lent et délibéré, j'ai ouvert mon sac à main posé à côté de moi. J'en ai sorti une simple enveloppe blanche. Je l'ai posée au centre de la table, puis j'en ai fait glisser le contenu. 2 feuilles de papier. La première était la reconnaissance de dette qu'elle avait signée 2 ans plus tôt, son paraphe arrogant flottant au-dessus des termes du prêt. La seconde était une impression de notre conversation sur WhatsApp, nette et sans bavure. J'ai poussé les 2 documents vers Bernard, traversant la table. Le papier a glissé sur le lin, un son léger mais qui a résonné dans le silence comme un coup de tonnerre. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Les preuves étaient là, en noir et blanc, attendant leur verdict. Bernard a pris les 2 feuilles, ses sourcils se fronçant légèrement en lisant le premier document. Puis son regard est passé au second, s'attardant sur la phrase que j'avais encadrée mentalement. Je pouvais la réciter par cœur. « Bien sûr, Clara, la dette est reconnue, ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard. » Après une lecture qui m'a semblé durer une éternité, il a posé les papiers sur la table. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé son fils. Son regard s'est tourné lentement vers sa femme, et son visage, autrefois neutre, s'était durci comme du marbre. « Brigitte » a-t-il demandé d'une voix basse et glaciale qui ne laissait place à aucune échappatoire. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le sourire de Brigitte s'est figé, sa main se crispant si fort sur son verre de vin que ses doigts ont blanchi. À côté d'elle, Lucas a baissé la tête et a passé une main sur son visage, se cachant du monde, incapable de supporter le poids de la honte de sa mère et de sa propre lâcheté. Le silence qui a suivi était assourdissant. Brigitte a ouvert la bouche, cherchant une explication, un mensonge, une pirouette qui pourrait la sauver. Mais aucun son n'est sorti. Elle était piégée, exposée sous le regard implacable de son mari. C'est Bernard qui a rompu le silence. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas de la pitié, mais une forme de respect contrit. « Clara », a-t-il dit d'un ton qui était à la fois un verdict et une promesse, « vous recevrez un virement de 35 000 € lundi matin. Je m'en occupe personnellement. Je vous présente mes excuses au nom de ma famille. » Chaque mot était une condamnation pour sa femme. Il n'avait pas seulement promis de rembourser une dette financière, il venait de détruire publiquement l'autorité morale de Brigitte. J'ai simplement hoché la tête, un « merci » murmuré suffisant. Ma vengeance n'était pas dans les cris ou les larmes, mais dans ce silence dévastateur où la justice venait d'être rendue, non par moi, mais par l'homme qu'elle avait tenté de tromper. Le dîner ne s'est pas terminé, il s'est dissous. Personne n'a commandé de dessert ni de café. Bernard a simplement posé sa serviette sur la table, un geste final et sans appel,
avant de se lever. Il n'a pas adressé un seul regard à sa femme. Brigitte est restée assise, pétrifiée. Son visage autrefois si arrogant s'était mué en un masque de cire vide. Elle était devenue une statue dans son propre musée de l'humiliation. Lucas, quant à lui, semblait avoir rapetissé sur sa chaise, un homme brisé par le poids de sa propre inaction. Je les ai laissés là, dans les ruines de leur soirée, et je suis partie sans un mot de plus. En sortant du restaurant, j'ai respiré l'air frais de la nuit, non pas avec un sentiment de triomphe, mais avec le soulagement profond et silencieux d'une prisonnière qui vient de retrouver sa liberté. La guerre était finie, et je n'avais pas eu besoin de tirer un seul coup de feu. La vérité avait suffi. Le lundi matin, à 9h précise, une notification de ma banque est apparue sur mon téléphone. Un virement de 35 000 €, avec pour simple libellé « remboursement », avait été crédité sur mon compte. L'expéditeur était Bernard. En voyant ces chiffres, je n'ai pas ressenti de joie exubérante, mais une sorte de paix solennelle. Ce n'était pas de l'argent gagné, mais de l'argent récupéré, un morceau de ma vie et de mes rêves que je reprenais enfin. C'était la preuve tangible que ma dignité avait un prix, et que ce prix venait d'être payé. Bernard n'avait pas seulement remboursé une dette, il avait restauré un équilibre moral, prouvant que l'honneur, pour certains, signifiait encore quelque chose. Pour la première fois depuis 2 ans, je me suis sentie légère, libérée d'un fardeau invisible que j'avais porté sans même m'en rendre compte. Mon sacrifice n'était plus une erreur de jeunesse, mais une leçon de vie chèrement payée. La chute de Brigitte n'a pas été bruyante, mais insidieuse, se propageant à travers les murmures et les silences gênés de la famille. Une cousine de Lucas m'a appelée quelques jours plus tard, sous un prétexte futile, mais son ton était empreint d'une curiosité respectueuse. Elle m'a raconté que l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Brigitte, la grande matriarche qui jugeait tout le monde depuis son piédestal, était devenue l'objet des commérages. Son autorité morale s'était effondrée. Elle, qui avait bâti sa réputation sur les apparences et la respectabilité, était désormais vue comme une femme malhonnête et manipulatrice. Elle avait perdu ce qui comptait le plus pour elle, le contrôle de sa propre image. Sa punition n'était pas la perte de l'argent, mais la perte de la face, une déchéance sociale silencieuse bien plus cruelle que n'importe quelle confrontation directe. Quant à Lucas, il est venu frapper à ma porte 2 jours après le dîner. Il n'a pas apporté de fleurs ni d'excuses faciles. Il avait les yeux cernés et le visage marqué par la honte. Pour la première fois, il ne m'a pas demandé d'oublier ou de pardonner. Il m'a dit « J'ai compris. J'ai été un lâche. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais je veux changer. Je suis prêt à tout. » J'ai vu dans son regard une lueur de sincérité que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai posé une seule condition à notre possible avenir. Une thérapie de couple, pour déconstruire des années de soumission à sa mère et pour qu'il apprenne enfin à devenir mon partenaire, et non plus son fils. Il a accepté sans hésiter. Ce n'était pas une réconciliation, mais le début d'une probation, une chance de prouver qu'il pouvait se reconstruire loin de l'ombre toxique qu'il avait définie toute sa vie. Nous avons commencé la thérapie la semaine suivante. Les sessions étaient difficiles, remplies de vérités douloureuses et de silences pesants. Mais pour la première fois, nous construisions quelque chose ensemble, sur des fondations de vérité brute plutôt que sur des compromis polis. L'argent récupéré est devenu l'acompte pour un appartement, mais cette fois, le contrat de vente était à mon seul nom. C'était une ancre, une assurance que plus jamais je ne dépendrais de la validation ou de la générosité de quelqu'un d'autre. La dynamique de notre relation changeait lentement, le respect remplaçant la complaisance. Le mariage n'était plus une certitude, mais une possibilité lointaine, un horizon que nous ne pourrions atteindre que si nous traversions cette tempête ensemble. Il y aurait peut-être une cérémonie un jour, mais elle ne ressemblerait en rien à la fête de fiançailles. Elle serait à l'image de notre nouvelle vie, plus petite, plus honnête et entièrement sous mes conditions. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner qui a tout changé. Aujourd'hui, je porte une robe simple, dans le jardin de la petite maison que nous louons, entourée d'une 20aine de personnes. Il n'y a pas de champagne hors de prix, pas de salon privatisé, pas de regard jugeur. Brigitte est là, assise au premier rang.
mais elle n'a pas prononcé un seul mot public. Le toast a été porté par ma meilleure amie. Lucas se tient à mes côtés, sa main dans la mienne, et pour la première fois, je ne sens aucune hésitation dans sa poigne. Ce n'est pas le mariage grandiose que nous avions prévu. C'est quelque chose de bien plus précieux. C'est un engagement conscient, bâti sur les ruines d'une illusion. Nous ne célébrons pas un conte de fées, mais notre décision de survivre à la vérité et de choisir de reconstruire, brique par brique, quelque chose de plus solide, quelque chose de réel. J'ai appris une leçon fondamentale durant ces 6 derniers mois, une leçon que la thérapie a mise en lumière. La force ne consiste pas à endurer en silence pour préserver une paix factice, mais à tracer des lignes claires pour protéger sa propre dignité. J'ai compris que l'amour ne devait jamais être une excuse pour accepter le manque de respect. Lucas, de son côté, a appris une leçon encore plus difficile. Il a appris à être un partenaire avant d'être un fils. Il a dû déconstruire des années de conditionnement pour trouver sa propre voie, pour comprendre que me protéger, c'était aussi se protéger lui-même et protéger l'intégrité de la vie que nous voulions construire. Il y a encore des jours difficiles, des ombres du passé qui planent, mais désormais, nous les affrontons ensemble, avec des mots, et non plus avec des silences complices. Les 35 000 € reposent en sécurité, non pas sur un compte d'épargne, mais dans les murs de l'appartement que j'ai acheté seul. C'est mon refuge, mon ancre, le symbole tangible de mon indépendance. Lucas y vit avec moi, mais le bail et le titre de propriété sont à mon nom. Ce n'est pas un acte de méfiance, mais une déclaration de principe. Cet argent, qui représentait autrefois ma vulnérabilité et le prix de mon humiliation, est devenu la fondation de ma sécurité. Il me rappelle chaque jour que je ne dois jamais plus sacrifier mon avenir pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Ma valeur ne se négocie pas, et ma sécurité non plus. C'est une limite que je ne franchirai plus jamais, pour personne. C'est la promesse que je me suis faite avant de lui promettre quoi que ce soit d'autre. Brigitte n'a jamais présenté d'excuses, pas avec des mots, en tout cas. Son châtiment est plus subtil, plus silencieux. Elle a perdu son pouvoir, son autorité morale sur sa propre famille. Elle est devenue une figure périphérique, une reine déchue qui assiste aux événements familiaux avec un sourire poli qui ne trompe plus personne. Elle a perdu le respect de son mari et le contrôle sur son fils. Pour une femme qui avait bâti toute son existence sur l'image et l'influence, c'est une condamnation bien plus sévère que n'importe quelle dispute ou rupture. Elle n'a pas été bannie, mais elle a été neutralisée. Elle est présente, mais elle n'a plus d'importance. Sa punition est de vivre chaque jour avec la conséquence de ses actes. Elle est devenue invisible, exactement comme elle avait essayé de me rendre. En regardant Lucas me passer l'alliance au doigt, je ne ressens ni triomphe, ni regret. Je ressens une paix sereine, la certitude d'avoir fait ce qui était nécessaire pour survivre et pour transformer une relation brisée en quelque chose de potentiellement sain. Ma victoire a eu un coût, celui d'une confrontation qui a brisé une façade familiale pour nous permettre de reconstruire sur des bases honnêtes. J'ai choisi la voie la plus dure, la plus publique, et j'en assume les conséquences. Mais parfois, dans le silence de la nuit, une question revient me hanter. Une question que je vous pose aujourd'hui. Ai-je eu raison d'exposer son secret devant toute la famille ? Ou une vengeance aussi publique était-elle une erreur ?